Parce qu'il n'y a pas grand monde qui se doute de cela. Le problème, c'est qu'il n'y a que les gens qui s'intéressent vraiment à la cause, hein, ou des entreprises, qui sont au courant. Il faudrait qu'au niveau des services de l'État, il y ait vraiment une diffusion sur ce point-là. Parce que là, on prend les travailleurs pour des cons. Oui, mais ça c'est votre jugement et je ne me permettrai pas. Moi, je vous dis qu'à partir du moment où il est décidé de faire ce qu'a fait le Luxembourg. Vous êtes le plus féroce VRP de la construction de la 31 bis. Pourquoi? Le dossier est poussé au maximum par certains élus, mais rejeté en masse par les usagers et la population qui risquent d'être impactés. Que va-t-elle améliorer à notre quotidien d'usagers? Les réunions de la concertation ont seulement conforté l'idée que ce projet, en plus d'être inutile, va tuer des gens. Le climat semble être secondaire pour vous, et pour un bénéfice quasi nul. Une aggravation des problèmes actuels et au profit de certains par l'avantage économique de sa construction, puis par une privatisation de l'autoroute. Le Conseil général a pour mission de protéger la santé et dire que demain l'autoroute sera 100% électrique n'est pas une réponse au vu des dernières actualités en la matière. Le bilan des garants a d'ailleurs mis en lumière ce que vous vous efforcez d'éluder dans vos opérations de communication pro A31 bis, l'option pas d'A31 bis est à étudier, c'est-à-dire ce traitement du problème de mobilité Nord-Mosellan. Vous allez arguer on ne peut pas ne rien faire, voilà l'argument. Alors faisons un contournement inutile qui va aggraver la situation et faire en plus payer les usagers. Une troisième voie qui est déjà saturée avant sa construction et non réservée au transport en commun. Une politique de développement des mobilités douces non intégrée dans le dossier pour quantifier les valeurs de bénéfices. Et ce n'est pas ce que les opposants veulent. Ils demandent un projet qui a un sens. Un réseau de mobilité réfléchi, voilà ce que nous demandons. Le conseil départemental doit défendre la santé, le pouvoir d'achat et la sécurité des usagers de la route et des populations. Demain, le quotidien de Florence va être une pollution accrue, des routes saturées, un porte-monnaie vide. Merci à vous et à tous ceux qui poussent le projet. Merci. Alors, je suis peut-être un défenseur de la complémentarité des modes de transport, madame. Et on ne peut pas opposer un mode de transport à l'autre. Parce qu'on n'y arrivera pas si on n'a pas la complémentarité des modes de transport. La complémentarité, c'est le fluvial, c'est le ferroviaire, c'est le routier et c'est le mode de déplacement doux. Donc quand vous dites que je ne promeux pas le mode de déplacement tout doux, excusez-moi de vous dire, vous avez tort. Parce que le département, vous devriez le savoir, a engagé il y a 2 mois à peu près, et a adopté le schéma départemental du déplacement doux. J'ai pas dit ça. Et a consacré plus de 12 millions d'euros d'aide au territoire pour avoir un schéma départemental parce que nous sommes en retard. Parce qu'à l'époque, et c'était avant moi, mais j'étais conseiller départemental et je l'assume pleinement, on considérait que le mode de déplacement doux était uniquement dédié au tourisme, ce qui n'est pas le cas. Et ce qui est encore moins le cas aujourd'hui avec l'avènement des vélos électriques et des trottinettes, où les distances ont augmenté de façon significative. Et donc ce schéma a été adopté, il y a une première démarche qui a été engagée par une des communautés de communes de l'Arc-Mosellan, et j'ai posé la première pelle dans le sol du territoire de Vécrin pour lancer une infrastructure de 40 km. Et nous l'avons fait dans ce cadre-là. Ensuite, c'est le ferroviaire. Le ferroviaire, où hier, devant la commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise face au gouvernement luxembourgeois et aux côtés de la ministre de la secrétaire d'État aux affaires européennes, j'ai promu l'activation, la réactivation de la ligne ferroviaire entre Forbach et Thionville. Nous avons fait une étude qui a été financée par le département, ce n'est pas notre compétence, c'est la région. Et nous avons financé l'étude pour voir si effectivement ça répondait à un besoin. 2, pour réduire la circulation sur nos routes départementales. Parce que personne n'en parle de routes départementales. J'en ai pas entendu parler pendant le débat. Pas plus vous que les autres. Alors que nos routes départementales sont saturées. Vous n'étiez pas aux réunions avec aux 2 j'y étais, j'ai pas entendu.
D'ailleurs, vous m'avez entendu à une des réunions, madame. Parce que vous avez dit que j'y étais. Moi, j'y étais. Donc, vous ne pouvez pas me dire que j'y étais pas, et après vous dites que j'y étais. J'ai pas loupé une réunion. Ben, je n'ai pas dit le contraire, madame, mais je n'ai pas entendu parler des routes départementales. Et donc, sur ces routes départementales, nous avons une situation de saturation de nos routes départementales. Et plus ça débordera de l'A31, plus ça surchargera nos routes départementales. C'est la conséquence initiale. Et dans ce cadre-là, il nous faut absolument assurer les différents modes de déplacement, dont la liaison ferroviaire, où nous avons une double voie de Forbach à Thionville, qui aujourd'hui n'accueille que du transport fret, qui est utilisable dès demain matin. Il suffit de mettre des trains sur les rails. Et nous avons estimé, en travaillant frontalier actuel, à 5000 voyageurs jour. Ce qui rentabilise très largement l'investissement. Je travaille avec la région, j'ai rencontré Franck Leroy hier, où nous avons évoqué cette situation, et nous sommes en train d'envisager de soutenir la démarche également de la liaison Thionville-Fontois. Et d'ailleurs, quand vous lisez la motion qui a été adoptée par le conseil départemental, ça figure dedans. Cette voie ferroviaire figure dans cette motion que nous avons adoptée. Et j'y reviendrai. Et donc, pour nous, elle est indispensable d'être mise en place parce qu'on réactive les gares sur l'ensemble du tracé. Et enfin, sur le routier, je crois qu'on ne peut pas continuer à imaginer, en sachant que Luxembourg va augmenter de façon significative le nombre de travailleurs frontaliers, qu'on a l'axe nord-sud ferroviaire qui est saturé, qui mérite des investissements supplémentaires qu'ils vont obtenir, mais pas en nombre suffisant, qu'il ne puisse pas y avoir également la solution routière, et donc autoroutière. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on aborde, et je l'ai dit, donc je continue à l'assumer, on aborde la situation autoroutière avec un mode de déplacement que nous connaissons aujourd'hui, ceux des véhicules polluants. On est dans une échéance 2030-2035, où on sera dans une mobilité décarbonée. Et donc il faut tenir compte de cela, avec des nouveaux modes de fonctionnement, puisqu'on parle de bus électriques, on parle de bus totalement autonomes, enfin, il y a un nouveau mode de moyens qui vont être mis en œuvre. Donc oui, le département a pris l'initiative d'organiser un débat au sein du conseil départemental avec la vote. Et avec 53 voix sur les 54, le conseil départemental a décidé de soutenir cette complémentarité des modes de transport, dont celui de la création de la 31 bis. Sur Florence. Oui, madame. En n'acceptant pas le F10. Voilà. En regrettant que cela se fasse de façon concessive. Moi, j'ai toujours dit que c'était une infrastructure qui devait être payée par le contribuable. Européen d'abord. Parce que c'est une voie de transit nord-sud. Français ensuite. Avant qu'une contribution par le local. Je l'ai regretté. Mais j'ai dit aussi, vaut mieux une autoroute concédée que pas d'autoroute du tout. Donc, j'assume totalement. Alors, naturellement, et on peut le comprendre, mais nous avons essayé. Rémi dit qu'il a beaucoup travaillé, et je tiens à lui rendre hommage, pour qu'il soit choisi, qu'il soit choisi la solution en grande profondeur. Voilà. Nous n'avons pas fait de choix sur le tracé au niveau du conseil départemental. Le seul choix, c'est nous avons exclu le F10. Pourquoi? Voilà, parce que ce F10 avait... Je préfère avoir une infrastructure en tranchée couverte en grande profondeur que d'avoir une autoroute qui se perche à 17-20 mètres de hauteur. Je le préfère. Parce que naturellement, il y aurait eu la même réaction, les habitants de l'autre côté, et on n'aurait pas pu avoir des solutions en souterrain. C'est la raison, madame, pour laquelle on a préféré mais il y avait aussi écarter que de ce côté-là, écarter le F10 et choisir la tranchée en grande profondeur. Non, il fallait exclure le F5 aussi. Oui, Monsieur le maire de Florence. oui, simplement, on rappelle effectivement des termes, puisque c'est les termes de la concertation. De toute manière, la concertation est finie, hein, je me permets de le dire. La concertation est finie. Donc on ne doit plus en parler? Laissez-moi finir, s'il vous plaît.
Vous savez prendre la parole quand vous le savez et quand vous le voulez, il n'y a pas de souci pour ça, et vous êtes là, la preuve. Et vous serez présente, j'en suis sûr, dans tous les moments publics, j'en ai aucun doute. Néanmoins, je tiens simplement à dire que les éléments de langage ont été entendus, puisque vous avez pu vous exprimer, vous l'avez dit vous-même, vous étiez présent lors de toutes les réunions. Donc, je pense que votre message est passé, en tout cas dans les instances qui décident. Maintenant, c'est le préfet qui doit décider. C'est tout ce que je veux vous dire, et que maintenant le dossier il est réglé au niveau de la concertation. Maintenant, il faut laisser le préfet faire son rapport, le garant a fait le sien, je suis sûr que vous avez suivi le rapport du garant de la concertation publique, le garant a rendu et a très clairement posé l'ensemble des éléments. Pour ceux qui posent la question du tracé F5, le garant a très bien marqué dans son rapport qu'aujourd'hui il était globalement infaisable, puisqu'il était aujourd'hui soutenu par absolument personne. Il a rappelé également que sur le tracé F10, il n'y avait aucun défenseur, ce qui ne laisse plus que le choix aujourd'hui au F4 tunnel profond, qui a été à la fin, je me permets de le rappeler, la solution d'une forme de consensus global qui a émergé lors de la dernière phase de concertation publique. Et je tiens à rappeler effectivement que lors de cette réunion, le F4 tunnel profond n'a amené à quasiment aucune hostilité des personnes qui étaient présentes lors de cette réunion. Excusez-moi, je me permets de dire que ce que je pense est ce qui est résumé par le garant dans le rapport. Il faut lire le rapport du garant. Donc à partir de là, aujourd'hui, c'est le préfet qui va en décider et son rapport à lui, qui va être donné au ministre, est imminent. C'est dans les quelques jours, dans les quelques semaines que le rapport du préfet doit être rédigé. Le processus maintenant est lancé, la concertation a eu lieu. Voilà, je pense qu'il faut le rappeler. Et je rappelle que si c'est un F4 tunnel profond, on a eu l'occasion lors de la concertation publique de voir tous les effets. À la fois sur les habitations, à la fois sur les questions de pollution, à la fois sur les questions de santé, puisque à la demande de certains parmi vous, je regarde de Chris qui en a parlé largement, dans cette salle d'ailleurs, avec le préfet, il y a eu une réunion sur la question de la santé publique et des conséquences d'une autoroute sur la santé publique. Donc tous les sujets ont été abordés grâce au travail du garant et des services de la réal. Donc voilà, je me permets simplement de reposer le cadre et je rappelle qu'effectivement le tunnel au fond a été considéré, et moi je l'assume également parce que et là-dessus on s'entend avec le président Hayton, mais je crois qu'avec tous les élus du territoire, à un moment donné, je crois que l'enjeu principal du territoire qui est le nôtre, c'est la configuration pour les habitants de notre territoire à la question frontalière. C'est comment on adapte notre territoire, et c'est le principal sujet aujourd'hui de tous les maires qui sont présents, de tous les élus qui sont présents dans cette réunion. C'est la question principale et fondamentale qu'on pose au président de département quand il est là, au président de région quand il est là, et c'est comment on adapte notre territoire à la question frontalière. La mobilité est un des sujets. Et la mobilité, c'est une question sur le rail. Monsieur le Président est très proactif sur la question du rail, et notamment des lignes locales qui permettent de faire en sorte que ce flux d'attractivité, ça ne soit pas simplement un sillon lorrain qui va de Luxembourg à Nancy, qui est surchargé, qui va accumuler l'ensemble du développement, puisque au bout d'un moment, nous-mêmes, on sera fatigués du développement, mais de faire en sorte que ce développement soit partagé sur des territoires comme le Bouzon-Villois, sur des territoires comme le PIO, sur des territoires comme la Moselle-Est, et qu'effectivement ce développement puisse se faire en irriguant l'ensemble du département. Mais ce développement, il est là. Et donc il faut adapter les modes de transport sur le rail, sur la mobilité routière, parce que, moi je répète, et vous connaissez mon argumentaire aussi, de toute manière les gens prennent leur voiture. Moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez, les gens prennent leur voiture. Les gens prennent leur voiture. Il faut arrêter de l'ignorer, il faut arrêter de faire semblant, il faut à un moment donné le gérer. Donc la question c'est comment on le gère. Et à ce moment-là, il y a des questions concrètes. Comment on le gère? Effectivement, il y a des axes routiers à créer, encore. Et l'un des premiers sujets que j'aborde en tant que conseiller départemental avec le président Hayton, c'est messieurs les maires qui sont à ma droite là-bas, monsieur le maire de Mont-de-Lange et monsieur le maire de Richemont, qui nous posent la question de l'encombrement de leur route départementale. C'est la question de l'encombrement de la vallée de l'Orne. Effectivement, aujourd'hui, c'est une question routière fondamentale. C'est une question de l'encombrement au niveau de Romba sur la VR52. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des questions routières. Et il faut arrêter de croire que parce qu'on crie et qu'on sonne l'alarme écologique, on va arrêter de faire du routier ou que les gens vont arrêter de prendre leur voiture. Les gens prennent leur voiture, c'est un fait. Merci pour votre réponse.
Je voudrais juste apporter un point d'alerte. Je ne sais pas si vous avez vu le problème de RUP, la pollution au RUP pour polluants éternels. Et le problème, en fait, de l'eau potable sur Metz. Ici, dans notre coin, on a plein de nappes phréatiques. On a des polluants. On a le crassé du Volcrange, où il y a des tonneaux qui ont été enfouis. Actuellement, on a une pollution sur Volcrange qui va jusqu'à Vémrange. Moi, ma question est, en creusant ce tunnel-là, est-ce qu'on ne va pas polluer les puits où on puise l'eau potable pour Florange? Moi, c'est ça ma question. Demain, je vous enverrai mon courrier, mon dernier courrier, là, qui date de la semaine dernière, du 13 ou 14 avril, où je fais toute la liste adressée à l'Adrial, au préfet, et aux différents, y compris à gendarme de l'environnement, parce qu'avant de creuser ce tunnel-là, il faut vraiment se poser la question du problème des polluants qu'on a dans notre coin. C'est important. Que vous construisez votre autoroute ou pas, mais avant, faites ce point. Parce que là, on a une pollution qui vient de Volcrange jusqu'à Vémrange. Et du côté de Machty, c'est une pollution qui est importante. Là, on a une pollution qui est dans le petit ruisseau qu'on remarque de temps en temps. En creusant ce tunnel-là, moi je crains fort qu'on va amener des polluants divers et variés dans l'eau potable. Voilà, c'est ça ma question, c'est mon avis. C'est tout, que vous construisez ou pas une autoroute, hein, mais je pense qu'on fait une erreur en creusant ce tunnel profond. Voilà, c'est tout. Je note, madame. Mais imaginez bien qu'on a les services de l'État, ainsi que l'ensemble des responsables qui vont prendre les mesures nécessaires pour que cette infrastructure ne soit pas dans une situation de pollution que je qualifie de supplémentaire. Sachant que la pollution dont vous parlez, c'est une pollution superficielle. Ce n'est pas une pollution en grande profondeur. Puisque nos ressources en eau sont issues de la résurgence des eaux des mines de fer, comme sur la Moselle des mines de charbon, qui est une ressource intarissable, de grande qualité. Pas moi qui le dis, hein. Vous savez que l'ensemble des ressources en eau sont contrôlées en permanence. Pour avoir la garantie de la potabilité de l'eau. Et nous avons cette chance sur nos territoires. Alors lorsqu'il y a ensuite, sur l'un ou l'autre des ruisseaux, ce qui est le cas, des pollutions et personne ne le niera, parce qu'on n'est pas dans la même situation que le RUP de Made. On a une situation complètement différente. Ici, là-bas, ce sont des ressources qui sont générées par des veines, par ce que vous évoquez. Ici, on est sur un sous-sol qui est largement ennoyé. Il faut savoir que sur la Moselle-Est, on pompe dans les mines de charbon pour renvoyer dans le milieu naturel. Non, pas ici, madame, mais ça va venir. Allez à la mine de fer de Audentiche. Rentrez à la mine de fer d'Audentiche. Vous avez des bénévoles qui y travaillent, vous pouvez y aller. Vous verrez où on est la nappe aujourd'hui, la nappe alluviale. Elle est très haute. Non pas parce qu'il a plu hier, moi j'y étais pendant la grande période de sécheresse. On a des ressources, on ne le dit pas et on ne l'exploite pas assez. Et je pense que ça c'est une vraie question qui se pose en Moselle, parce qu'on a ces ressources aujourd'hui en eau potable, sur ces deux grands bassins, bassin ferrifère, bassin houiller. Et ce sont des ressources de grande qualité. Vous l'avez confirmé en disant que la journée qu'on donne pour les personnes âgées n'a rien rapporté en fin de compte aux personnes âgées et aux EHPAD. Aujourd'hui, vous souhaitez que, comme au Luxembourg, qui vient vous souhaiter, hein, je ne dis pas voilà, comme au Luxembourg, mettre 1,75% à fonctionner sur les salaires, encore des gens qui travaillent. Est-ce que vous pensez qu'avec notre politique française, cet argent va revenir aux EHPAD? Ou pensez-vous qu'il faut aller plutôt vers cette politique plutôt luxembourgeoise qui est différente de la nôtre? Je vais vous répéter ce que j'ai dit. C'est que je suis intimement convaincu qu'on réussira de nouveau
à reconquérir la confiance du citoyen et du contribuable, et surtout du contribuable, en identifiant précisément à quoi sert l'argent de leur impôt. Mais si cet argent ne revient pas... Attendez, madame, attendez, je continue si vous me le permettez. Et la question fondamentale qui se pose d'abord, à laquelle personne n'a répondu, c'est contribuable ou usager? C'est une question fondamentale qui n'est pas posée dans ce pays. C'est on n'a qu'à payer. Quand on n'est pas concerné, ben c'est l'usager qui doit payer. Quand on est... Non, monsieur. C'est pas la même chose. Le contribuable et l'usager, c'est pas le même. C'est toujours l'usager qui paye. Non, 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 monsieur. C'est pas vrai. Quand moi je dépense 171 millions d'euros du budget départemental, c'est pas l'usager qui paye. Mais quand un usager va dans un EHPAD, et c'est le département qui finance, Oui. que fait s'il a un bien, cet usager, qu'est-ce que fait le département? Alors, c'est un grand débat, ça. Merci de l'avoir activé. Parce que c'est un débat pour vous comme pour moi. Et je vais vous le poser à vous tous. Alors ne dites pas. Votre... Non, 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 monsieur. Non, 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 non. Quand on prend ce bien, pour moi, c'est l'usager qui paye. C'est pas le contribuable. Systématiquement. Mais, non, pas systématiquement. Pas non, il faut dire les choses vraies. Moi, j'ai pas envie de vous dire un mensonge, et j'ai pas envie de vous faire mentir. Je vous dis les choses telles qu'elles sont, parce que c'est un débat suffisamment profond pour qu'il ne soit pas passionné. Et que les choses soient claires. Parce que dans ce pays, on n'est pas capable de discuter correctement et avec objectivité d'un dossier. Et ce que vous dites est une faute, est une erreur. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, justifier ce que vous venez de dire. Il faut expliquer les choses clairement. Aujourd'hui, la grande question qui se pose, pour l'usager comme le contribuable. Parce que si on décide que c'est le contribuable, on ne vendra plus le bien de la famille. C'est le contribuable qui paye. Mais la question fondamentale que je me pose, une personne âgée, pendant toute sa vie, a travaillé pour acheter sa maison avec son mari. Son mari décède, il lui reste ce bien, elle rentre en EHPAD, elle a besoin d'un service. Dans un premier temps, c'est la famille qui paye. Ce n'est pas le département qui vend d'autorité le bien de la personne. Pas comme ça que ça se passe. Non, c'est pas comme ça. Et si la famille peut payer, le bien reste à la famille. Mais si la famille ne peut pas payer, il va se passer quoi, messieurs dames? Et c'est un grand débat de société. Hein. Et je n'ai pas tout à fait la réponse parce que j'ai besoin de la réponse de tous. Parce que c'est ça qui ne marche pas dans notre pays. C'est qu'on oppose une action et une intervention à l'autre. Et on n'avance pas. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est ce bien. Ces personnes-là ont payé ce bien pour bien terminer leur vie. Pensez pas? Non? Alors monsieur, ça veut dire que les enfants vont récupérer le prix du bien et c'est le contribuable qui va payer à la place de la famille. Non, dans ce cas, Vous trouvez que c'est racontez normal? un mensonge aussi alors. Comment? Parce que Non? les personnes qui créent la maison, qui font leur cadre de vie, c'est pour le transmettre à leurs enfants, pour assurer une autre qualité de vie Oui, monsieur. à la succession. Oui? Donc vous Oui, mentez oui. aussi alors. Non, moi je mens pas, monsieur. Si. Je vous dis ce qui se passe. Vous venez de dire c'est juste pour que les enfants récupèrent du pognon. Non, C'est ce que vous venez de dire. vous m'avez entendu dire pour récupérer du pognon, monsieur. Est-ce que j'ai dit pour récupérer du pognon? J'ai dit, messieurs, dames, j'ai dit pour récupérer du pognon. Le bien. J'ai dit ça, monsieur. Pour récupérer le bien. Donc ne dites pas C'est ce. du pognon. Non, monsieur, c'est un débat suffisamment compliqué pour qu'on dise les choses dans la réalité. Justement, je vais Moi, je revenir ne sur dis un pas autre pour point. récupérer du pognon, monsieur. Rassurez-vous, s'il est décidé que nous ne récupérons pas ce bien pour financer ce service qui est accordé à la famille, nous ne récupérerons plus. Et c'est le contribuable qui payera, monsieur. Bah, du coup, Ce qui il ne fera pose payer. aucun problème. Attendez, laissez-moi terminer, je vous ai écouté, monsieur. Ayez la même bienveillance en ma direction. Parce que le problème, c'est que ce n'est pas moi qui vais le voter. Je le mettrai en œuvre tel que nos parlementaires le décideront, monsieur. Et quel que soit le choix qui sera fait, je vous le dis, ça sera le bon choix. Le problème dans notre pays, c'est qu'on ne fait pas le choix. On ne fait pas le choix, monsieur. Et c'est ça le drame. Parce que c'est un dossier dont on ne veut pas parler.
Il faut évoquer la totalité. Et moi, la question que je me pose, c'est celle-là. Ça veut dire que la famille récupérera le bien qui devrait servir à financer la fin de vie de la personne, mais elle veut les récupérer et c'est le contribuable qui payera. Ok, mais il faut que quelqu'un paye. Il faut que quelqu'un paye. Pourquoi il y a 2 poids, 2 mesures? Non, il n'y a pas 2 poids, 2 mesures. Si, le contribuable, il paye pour ceux qui ne peuvent pas. Non, le contribuable, il paye pour tout le monde. Parce que le prix que vous payez à l'EHPAD... Non, madame, ne racontez pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Ne racontez pas, madame, n'importe quoi, parce que c'est dans des expressions comme les vôtres que notre pays n'avance pas, madame. Oui, bien sûr. On parle d'EHPAD. J'espère, madame, que vous ne serez pas dans cette situation-là et que vous aurez cette expression-là, madame. Non, je parle de la rétribution, justement, de ces sommes qu'on met à disposition à l'État pour nos petits vieux. Vous avez parlé d'inauguration, madame. Non, expliquez ce que vous voulez dire, madame. Vous avez parlé aux inaugurations. D'inauguration, madame. Ouais. C'est pas le débat. Et avoir ce débat-là, très honnêtement, ça ne fera pas avancer. Ça va dans le débat, c'est où va notre argent pour nos petits vieux. C'est ça le problème. Madame, votre argent pour les petits vieux, ils sont quelquefois grands, ils ne sont pas tout à fait vieux. Exactement. Il va dans les caisses du département qui financent la partie. Mais madame, qui voulez-vous qui paye autrement? Qui, madame? Qui, madame? Expliquez-moi. Les enfants qui payent pour mettre les parents en maison. Non, monsieur. Non, monsieur. Il y a une partie déjà en paye. Mais c'est normal que le service, vous le payez, monsieur. C'est logique. Ça doit être un service gratuit. Si c'est un service gratuit, c'est le contribuable qui payera. Mettez-vous bien ça dans la tête. Celui qui n'a pas les moyens, c'est le contribuable. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Comment? Celui qui n'a pas les moyens, c'est le contribuable qui paye. Mais même si les gens ont les moyens, le contribuable paye une partie. Si les gens n'ont pas les moyens. Ah non, mais c'est parce que c'est des EHPAD. Si les gens n'ont pas les moyens, madame, si les gens n'ont pas les moyens, le département finance totalement. Vaut mieux rien voir. Comment? Vaut mieux rien voir. Pourquoi vous dites rien voir? Oui, parce que par rapport ne pas travailler. Comment? Parce que nous, on pense surtout. Ah oui, non, mais attendez, arrêtez de raconter n'importe quoi, monsieur. Excusez-moi de vous le dire comme ça, monsieur. Si on travaille, on comprend tout. On a... Ça veut dire qu'on ne doit pas aider la personne âgée seule qui a plus de ressources, madame. C'est ça qu'on doit vous dites? Non, c'est pas ça. Si, c'est ce que vous dites. Moi, c'est une interprétation. On va s'arrêter, madame. Moi, je ne rentrerai pas dans le discours populiste. Je ne rentrerai pas dans le discours populiste. Moi, je serai dans la réalité. Dans la réalité... Comment? Vous n'êtes pas dans la réalité. Non, madame. Moi, je gère au quotidien, madame, les 2 prix de place dans les EHPAD. Nous aussi, on va tous les jours, on va travailler, tous les jours on paye, et tous dans les jours EHPAD, on voit madame. Des élus en train de faire des inaugurations. Voilà, c'est bon, on arrête, madame, c'est bon. Vous n'allez pas dans le vrai débat, madame. Vous n'allez pas dans le vrai débat. Vous êtes dans le... Si, madame. Parce que moi, je suis dans la vraie vie. Je suis dans la vraie vie quand je vais visiter les EHPAD, madame. Non, quand vous parlez d'inauguration, vous n'êtes pas dans la vraie vie. Enfin bref, on va s'arrêter là. Moi, je ne suis pas venu pour débattre dans un discours populiste, ça n'a pas d'intérêt. Monsieur, vous avez la parole. Bonjour, monsieur Rayton, monsieur Duclerc, c'est la deuxième fois que je parle. La première fois, c'était quand j'avais 12 ans, à Yutz, quand vous étiez maire, et j'étais de l'école de Rouen. Vous avez entièrement raison. C'est vrai que c'est assez difficile dans ce pays de se parler très objectivement, ne serait-ce que parce qu'il y a des lobbies, on va dire, et des arrangements qui sont d'un côté versus l'autre, et souvent l'autre, c'est le citoyen. Par rapport à ce que vous avez dit sur la 31, personnellement, je ne suis pas écologiste, enfin si, je suis écologiste de l'absurde. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à raconter qui sont complètement absurdes sur la 31. À savoir que le dossier, il a été monté pour 3 raisons, pas plus que ça, et il y a simplement à aller voir le site de la 31 bis tel qu'il a été fait dès le début. C'est-à-dire il y a quand même pas mal de temps, puisque ça a commencé en 72. Donc, c'était pour faire le développement du transport fluvial, du transport ferroviaire, et améliorer le point de vue économique de la région. Ça, c'était les 3 points essentiels, les points subsidiaires étant la sécurité des employés de l'autoroute. Certes, la vie humaine est importante, et ça, il n'y a pas à transiger. Là-dessus, on est bien d'accord. Par contre, pour le fluvial, sur la Fench, ça va être dur de faire passer des péniches.
Là, je vois pas pourquoi on met ça à ce niveau-là. Il me semblait qu'il y avait un port à Illange qui est quand même un peu mieux pour faire du transport plus lent. Après, au niveau gare, elles sont toutes fermées. Donc le transport ferroviaire, c'est le deuxième point de pourquoi la 31 bis, il n'existe pas. La vraie gare qu'il y a, c'est quand même Thionville. Donc on continue là-haut. Après, on nous a rajouté aussi, il faut que la vallée de l'Orne, elle soit rejointe. Simplement, on avait fait une vidéo à l'INATN. Il suffit juste, et je déteste les Yaka Faucon, parce que c'est toujours, il y a besoin d'une autoroute, il faut qu'on la fasse là. C'est un peu le genre de discours qu'on a eu ici, puisqu'on a proposé à F5, qui est visiblement le plus mauvais tracé du monde. Mais c'est simple de faire une jonction entre la 30 et la 31 pour que les gens de l'Orne puissent rejoindre Thionville. Et il n'y avait pas d'expropriation. Et c'est des terrains qui appartiennent justement ou au département ou à la région et qui étaient complètement constructibles. Donc pourquoi ne pas simplement faire une bretelle, puisque ce qu'on nous propose ici n'est rien d'autre qu'une bretelle qui va être agrémentée de péage. De plus, ce qui n'a jamais été dit, et pour craindre, pour voir au niveau des populations, dès la 31, j'ai pas vraiment pensé à Florange. Parce qu'étant usager, c'est pas vraiment Florange qui me faisait le plus peur, mais c'est partout autour. Parce que moi, je prends la 31 et je prends les départementales. Et les départementales sont pleines à craquer. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde sur la 31. Mais il y a du monde sur la 31 entre Thionville et la frontière luxembourgeoise. Et ce, à n'importe quelle heure. Et dans ma poche, je détiens une arme absolue qui est Google Maps. Il suffit de gérer, de regarder simplement, de planifier des trajets entre Metz et Luxembourg, et vous voyez exactement où c'est rouge sur la map. C'est pas avant Thionville, c'est après. Et ce, quel que soit l'heure. Et ça commence, là par contre, je suis entièrement d'accord avec vous, ça commence à 5 heures, et c'est pour ça que je trouve que vous avez entièrement raison. Parlons objectivement, avec des cas concrets, des faits réels, et pas par exemple, quelque chose d'ahurissant. Je crois en l'autoroute. Moi, je crois que la Terre est plate aussi. Non, on n'a pas une croyance, on a des faits, on a des arguments, on propose des choses, on a envie de quelque chose. Mais on ne peut pas dire, parce que je crois en ça, ça va se faire. On est tous les deux dans la vie réelle, je pense que c'est pas parce qu'on prend quelque chose que ça arrive. C'est tout, merci. Oui, madame. Bonsoir, monsieur Weitman. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, voilà. Je suis interpellée déjà par rapport à votre discours, par rapport à votre intérêt pour le sport, qui est quand même une belle chose. Donc il y a des belles régions, la Moselle est une belle région, et on espère que ça le restera. Donc maintenant je vais vous poser des questions et parler d'un propos et d'un sujet qui concerne tout le monde, je pense. Donc j'ai assisté donc à la réunion à Bertrange qui concernait Illange et Bertrange contre le tracé F10. Donc les habitants de Bertrange et d'Illange se posaient par rapport déjà à la pollution générée par l'usine Knauf et qui risquait en finalité d'avoir un effet cumulatif par rapport à la santé. Donc voilà, j'ai quelques questions à vous poser. Quelle est votre vision dans le contexte actuel du respect de l'environnement et de la santé? Quelle est votre définition du PPA? En tant que président du département, comment pouvez-vous agir concrètement pour intervenir contre les nuisances multiples que génère Knauf pratiquement au quotidien? Encore aujourd'hui, un nouvel incident de taille a eu lieu. La pollution atmosphérique tue 48 000 personnes de façon prématurée et cette usine est à 350 mètres des écoles et à 100 mètres du stade de foot. Malheureusement, Knauf n'a pas réindustrialisé la Moselle, comme vous le préconisiez, avec ses 100 et quelques 20 emplois. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous parliez de Fontois, un collège isolé avec de la laine de mouton. Non. Non, madame. C'était dans les journaux. Non, madame. Bon, attendez, laissez-moi finir. Je vous laisse finir, mais je... Pourquoi ne pas étendre cette belle et bonne idée que vous avez eue? À Soissons, un collectif de plus de 100 médecins a signé un manifeste
en pointant du doigt la pollution atmosphérique, les effets cumulatifs, les effets pervers des différents polluants toxiques sur la santé des enfants, sur la santé des gens qui sont fragilisés par rapport à des problèmes bronchaux, des problèmes respiratoires, tout simplement. Donc il y a des pneumologues, il y a des sages-femmes, il y a des pédiatres qui ont signé ce manifeste. Et ces médecins ont fait les mêmes études que les médecins du Mosellan. Donc, je vais vous dire pourquoi ne pas étendre le projet des isolants biosourcés que vous avez eu à l'époque et qui était une très bonne idée, et trouver des alternatives autres que le 31 bis. Et ça, pour la santé et le respect de l'environnement et la santé des habitants. Je vous remercie, M. Weyten, et j'espère qu'aujourd'hui vous prenez conscience. Et de quelle façon pouvez-vous nous aider contre ce que nous subissons au quotidien par rapport à l'usine Knuff? Parce qu'en finalité, vous en avez été le précurseur. Merci. Le précurseur et l'instigateur. Oui, mais je ne suis pas seul. Alors prenez vos responsabilités. Mais je les prends, madame, je les prends totalement. Et rassurez-vous, Commission de suivi de site que vous avez préconisé, à l'époque, vous avez envoyé un courrier à M. Guy Vignard, qui malheureusement est décédé aujourd'hui, qui était président de Stop Knuff. J'ai ce courrier en ma possession, oui, puisque je suis aujourd'hui présidente de Stop Knuff. Oui. Et nous l'avons transmis au service de l'État. Mais oui, malheureusement, il n'y a eu aucune réponse de ce côté-là. Donc, M. Weyten, en tant que président du département, faites ce que vous avez à faire pour protéger les populations. Parce que les enfants, à 350 mètres de l'usine, le jour où il y aura une explosion, donc à Rouen, c'est Lubrizol, à Illange, c'est Knofisol. Donc ces problèmes sont récurrents. Depuis l'installation de cette usine, c'est au quotidien. Il y a des milliers de mètres cubes de rebut qui ont encore été stockés sur le port d'Illange, sur le port de logistique de Metz. Nous avons envoyé les photos aujourd'hui à l'Adréal. Il y a des péniches qui se promènent sur la Moselle avec des tonnes de rebut de laine de roche et qui s'envolent et qui polluent même la Moselle. Donc sans compter que ça pollue aussi le village. Donc s'il vous plaît, M. Weyten, vous nous devez la sécurité, la santé et la salubrité. Et c'est grave ce qui se passe. Donc essayez d'intervenir. Puisque à l'époque, vous aviez, comment dire, annoncé haut et fort que cette usine était sous contrôle. Et qu'en aucun cas vous ne mettriez une région en danger ou un village en danger. Donc voilà, et aujourd'hui, le danger, il est présent, il est réel. Le jour où ça va exploser, ça fera mal. Nous habitons juste en face, à moins de 500 mètres. Et donc je peux vous dire que tous les jours, notre vie pourrit par rapport à l'usine Knuff. Nous habitons Illange depuis presque 40 ans. C'était un beau village fleuri. Et aujourd'hui, c'est un village pourri. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Donc il est temps de réagir. Merci. Bon. On va parler de Knuff, puisque vous le souhaitez, sachant que ce n'est pas dans le canton, mais on va l'évoquer, puisque c'est un dossier départemental. On a parlé des gares de Florent, qui est aussi impacté par la... Bon, attendez, madame, si vous ne me laissez pas parler, on va s'arrêter. Non, je vais vous laisser parler. Merci, madame. Au niveau de Knuff, lorsque j'ai été sollicité par Knuff pour installer son usine, j'ai organisé, je ne sais pas si je l'avais raconté à l'époque, mais je vais le dire maintenant, parce que certains se sont déjugés. J'avais organisé une visite de Knuff en Allemagne de l'Est, puisqu'ils étaient installés à cet endroit-là, et ils produisaient, non pas de la laine de roche, mais de la laine de verre. Et j'avais ensuite été à Lannemezan. Et j'avais été à Lannemezan. Si, j'avais été à Lannemezan. Lannemezan, c'est de laine de verre. J'avais été à Lannemezan. Je termine. Et j'avais... Bon, je vais m'arrêter, madame. Si vous n'arrivez pas à vous taire, je vais m'arrêter, madame. C'est pas grave. Oh, ben écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'attends le micro quand même. Oui, monsieur. Du coup, comme vous parlez des handicaps, des EHPAD, etc., moi je vais revenir sur le sujet de l'handicap. J'ai un fils qui est autiste, qui a été exclu de la cantine, comme un petit enfant dans Lyon. La même chose, il est coupé de sa vie sociale parce qu'il y a des manques de moyens. Les manques de moyens, je sais que c'est partout, je ne suis pas le seul. On a créé un petit collectif pour aider un peu toutes les personnes. J'ai vu qu'il y a eu des participants du groupe qui sont là derrière moi. On est, en tant que famille, on est tout de suite mis en bas.
il n'y a personne pour venir nous aider. On demande des aides, il n'y a personne pour nous conseiller. La maison départementale du handicap donne des notifications que les élus du territoire ne peuvent pas respecter. Parce que les lois changent. Celles de 2015 et de 2020 ne sont pas les mêmes responsabilités entre l'État et les collectivités. Du coup, les familles sont prises avec le couteau sous la gorge. On est obligé d'être à 100% avec les enfants qui ont un handicap, quel qu'il soit, aussi bien physique que intellectuel ou autre. On est tout le temps embêté. Là, à l'heure actuelle, ma femme ne peut pas retrouver un emploi parce que le petit a été exclu de la cantine. Un service que je paye et qui a été, avec la MDPH, mis en place avec une AESH attitrée pour le temps de midi. On peine à recruter. Qu'est-ce que vous allez faire pour aider toutes ces personnes? Je ne suis pas le seul, je ne parle pas que en mon nom. Je ne suis pas égoïste. Aussi bien que pour les personnes âgées, j'ai envie de les aider. Mais après, dire que c'est tout le temps la même chose, c'est l'usager qui paye ou contribuable, on est toujours obligé de payer. Moi, je veux bien savoir aussi si on peut passer toutes mes journées que j'ai travaillé pour les petits vieux que j'adore. Qu'est-ce que ça a été fait avec ça? Là, il n'y a aucun rapport avec le handicap, mais je voudrais bien savoir aussi si on passait mes sous. Et si c'est moi de les réavoir, j'ai d'autres moyens à mettre dedans, comme pour le handicap. On a fait, avec l'autorisation de monsieur le maire, une journée de sensibilisation à l'autisme ici à Florange. Certes, pas très écologique avec le lâcher de ballon, mais c'était la première initiative. Après, l'année prochaine, je ferai en conséquence pour éviter de repolluer encore plus l'environnement. Mais il n'y a personne qui est là pour nous aider. On est toujours obligé de se battre. Administrativement, c'est très compliqué, il n'y a personne qui est là pour nous aider. Personne. Les appels, on est rejeté de service en service. Vous parlez de service public, il faudrait peut-être qu'ils sortent un peu les doigts du cul pour aider les gens qui sont dans le besoin. Parce que quand on n'a pas de réponse... Laissez-moi parler, vous ne voulez pas... Soyez correct. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut utiliser de la vulgarité. Soyez désolé, correct. Q, c'est dans le dictionnaire aussi. Soyez correct. J'ai révisé un peu tous les mots qui sont dans le langage. C'est-à-dire que la pollution atmosphérique, elle crée tous ces... C'est ça, exactement. Non, c'est monsieur pour l'instant qui s'explique, madame. Mais je mets dessus. Un dossier suffisamment grave pour qu'on l'écoute. La pollution engendre les handicaps, aussi bien respiratoires, mental, etc. Ça a été démontré, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. J'ai pas de doctorat, j'ai rien du tout. Hein. Je plains les enfants à venir dans Ilange et environ, hein, où il y aura... Ben, je suis désolé, hein. C'est comme ça, c'est les rejets, c'est l'air. Hein. Tous les parents, toutes les femmes enceintes, elles vont respirer l'air qui est pollué. Hein. On va falloir mettre un filtre pour pas qu'ils respirent toutes les cochonneries qui sont rejetées par les entreprises. Du coup, je voudrais savoir quelle est votre position sur le handicap vis-à-vis du département. Et également, si vous voulez aussi bien recevoir le collectif pour en parler plus en détail à une réunion qu'on décidera un peu plus tard. Merci. Président, je reprécise juste le contexte général, effectivement, notamment de ce qu'a évoqué M. Speder. Effectivement, la difficulté, c'est que le cadre législatif a changé avec des obligations à partir de septembre de l'an dernier, où, dans le cas concret, le périscolaire était, avant septembre de l'an dernier, assuré dans l'obligation de l'académie, qui devait gérer également le temps périscolaire jusqu'à septembre de l'an dernier. Et effectivement, dans le cas concret qui nous occupe, on a commencé à en parler à partir de décembre de cette année, de l'an dernier, novembre-décembre. La collectivité a été contrainte au changement de doctrine de l'État qui nous donne la responsabilité, ce qui n'est pas un problème, ce n'est pas un problème financier, c'est un problème de compétence des agents du périscolaire. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où on a des agents non formés pour gérer des gamins qui ont leur situation de handicap, et les agents sont pris au dépourvu depuis le début de l'année. Certains ont fait valoir un droit de retrait, parce qu'à un moment donné, ils n'arrivaient plus à gérer le périscolaire habituel auquel se rajoute l'inclusion et la logique de l'inclusion. Et donc, à partir de là, effectivement, il y a eu une demande de droit de retrait, il y a eu des absences, et la décision a été prise nous n'avons pas réussi à gérer, effectivement, un gamin, et effectivement, le gamin ne peut plus aller au périscolaire en l'état, parce que nous n'avons pas le personnel compétent pour le gérer dans sa sécurité, dans la sécurité des enfants et des personnels.
Et dans cette logique-là, on a lancé un recrutement en accord avec la famille, avec lequel on discute régulièrement, un recrutement d'AESH. L'État a du mal à recruter des AESH. Nous, pour un temps périscolaire, pour un gamin, sur un temps coupé du midi, c'est effectivement encore plus compliqué de trouver avec des horaires atypiques, on va dire ça comme ça, sur le temps périscolaire. Et là-dessus, effectivement, on l'a découvert puisque j'avais sollicité quelques élus du département et les services départementaux pour avoir des informations sur les responsabilités de chacun. Mais la difficulté, c'est le changement de doctrine de l'État qui ne nous a pas prévenu du changement de doctrine. C'était pas un problème. Si on envoyait du personnel en formation, j'aurais préféré le faire en septembre pour gérer ces problématiques-là. Mais on n'a pas été prévenu. Et deux, face à la problématique concrète, une absence de réponse de l'État qui nous dit c'est notre compétence, enfin c'est votre compétence, mais on peut éventuellement déclencher ou se substituer des moyens. On peut avoir des moyens de l'État, mais sans aller au bout de la logique. C'est-à-dire que c'est une possibilité, mais les services de l'académie ne sont pas véritablement proactifs pour accompagner ni la commune, ni, et j'imagine bien la difficulté de la famille, puisque en attendant, balloter de service administratif à service administratif entre la mairie qui a une compétence maintenant que l'État nous donne et l'académie qui nous dit on peut se substituer mais on ne fait pas parce qu'on ne sait pas vraiment comment et pourquoi et de quelle manière. La situation traîne depuis maintenant 4 mois, 6 mois. La question du recrutement, il a été lancé depuis 1 mois et demi, 2 mois, le recrutement, et je ne suis pas sûr aujourd'hui, je revérifierai, mais la candidature, elle n'a pas été réactualisée. Mais elle a été lancée au départ, mais en tout cas, ça, s'il y a cette problématique-là, vous me le dites directement si vous voyez qu'il n'y a pas eu la réactualisation, mais en tout cas, la volonté est bien d'avoir ce recrutement. Après, effectivement, il y a la question, peut-être, Président, au niveau du collège, des collèges, où la question de l'autisme et du handicap est une problématique départementale. C'est une question éminemment compliquée à suivre. J'avais rendez-vous la semaine dernière avec le directeur de la MDPH, le directeur général adjoint chargé des politiques de l'autonomie, qui nous alertait sur l'augmentation exponentielle du nombre de demandes de reconnaissance de l'handicap. Et que nous devions assumer la charge de la reconnaissance avec des moyens médicaux qui sont adaptés, avec tout ce que cela peut représenter, et avec des délais beaucoup trop longs, avec tout ce que cela représente également. Et on sait qu'on a, et ça c'est une information que je vous donne, alors je n'ai pas le chiffre exact, mais je vais vous donner approximativement, mais pour vous donner l'ampleur de la tâche, que 55% des demandes de reconnaissance de l'handicap qui sont déposées sont refusées. Parce que le handicap n'est pas reconnu, ni identifié. Ce qui veut dire qu'on engorge complètement les circuits de décision de la MDPH. Alors que ceux qui en ont vraiment besoin, c'est 42 ou 43%, attendent, parce qu'on a aujourd'hui un engorgement des demandes qui sont faites. Et le médecin ne peut pas refuser la prescription de la reconnaissance de l'handicap face à un patient. Et donc, c'est pour nous une énorme difficulté. La deuxième, c'est la question de l'inclusion sous toutes ses formes. L'État, dans sa générosité, avait décidé qu'il fallait soutenir et développer totalement l'inclusion. Avec des cas où on sait que l'inclusion n'est pas ou difficilement mise en œuvre. Parce que le handicap est important, parce que c'est pas sûr que ça profite à l'enfant. Et avec ensuite la difficulté d'avoir des moyens d'accompagnement qui soient adaptés. Et la MDPH essaye, dans des délais les plus courts, de pouvoir répondre et de prescrire ensuite un accompagnement, un AESH, par exemple. Le problème, c'est que lorsqu'on l'a prescrit, la mise en œuvre, durant la période de l'éducation, est assumée par l'État. Il n'arrive pas à recruter. Il n'arrive pas à recruter. C'est éminemment compliqué. Et c'est des centaines de postes qui ne sont pas pourvus. C'est-à-dire que des enfants sont en scolarité dégradée parce qu'ils n'ont pas un AESH. Et c'est le problème dans toutes les professions, y compris dans celle-là. Et pour nous, c'est vraiment une difficulté.
Parce qu'on voit une augmentation, effectivement, de la situation que l'on connaît aujourd'hui, avec tout ce que cela peut représenter, à la fois comme cause et comme conséquence. Ensuite, la question qui se pose à vous sur l'accueil périscolaire, sur, voilà, à la fois du temps de midi, mais dans les écoles comme dans les collèges, c'est nous qui avons cette responsabilité. Et là, le problème de la même façon, trouver quelqu'un qui est payé 2 heures pour assumer l'accompagnement entre midi, comme on dit chez nous, ben, c'est pas évident. C'est même très compliqué. Non mais je vous donne je vous apporte pas une réponse, je n'essaie pas de vous convaincre, je vous donne juste la situation. C'est juste, si c'est que les 2 heures qui bloquent, pourquoi pas la prévoir sur plus pour un autre enfant? Ben, le problème c'est que la personne, s'il lui est prescrit d'avoir un enfant, un AESH pour un enfant, on ne va pas lui en donner 5 ou 6. Oui, mais élargir l'amplitude pour que les gens aient envie de venir. Non, enfin, comment voulez-vous... Vous faites faire quoi dans l'amplitude? Je ne suis pas qualifié avec ça, je ne sais pas dire, il y a des personnes derrière qui le sont. Et qui... Non, mais peu importe. Mais le problème, c'est véritablement un problème fondamental. Et il se pose là, comme ailleurs. C'est ça. Et ensuite, on est dans les ISITEP, on est dans les classes Ulysse. Il y a de plus en plus de classes Ulysse dans les collèges. On en a ouvert 8 ou 9 à la rentrée scolaire. Et on va continuer à en ouvrir. Et là aussi, il faut trouver le personnel éducatif et le personnel accompagnant. Et malheureusement, c'est une profession qui n'est pas attrayante. Voilà, c'est le constat qu'on fait. D'ailleurs, on n'est plus vraiment dans un pays de solidarité. On est plutôt dans un pays individualiste. Et dans ces métiers-là, on a du mal. Les aides-soignantes dans les EHPAD, le problème est exactement le même. Les assistantes sociales, je recherche 80 assistantes sociales au département. 80. Je ne trouve pas. Il y a une crise des vocations, hein. Faut être clair. Et ça rejaillit ensuite sur la personne, l'enfant, la famille. Et vous avez entièrement raison. Donc si vous avez des solutions, et même si vous n'avez pas de solution, moi je suis prêt à vous rencontrer, à rencontrer votre collectif. Parce qu'il faut qu'on en parle. Parce qu'il faut qu'on en parle. Parce que c'est un problème pour lequel, j'avoue, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution. Et si j'ai une solution ici à Florange, quand je vais à Château-Salin, quand je vais sur le pays de Beach, ou le pays de Falsbourg, vous pensez que j'en trouverai plus? Ici, il y a une concentration urbaine. Donc il y a plus de population. Sur un territoire où il y a 10 fois moins de population, j'ai 10 fois moins de chances de trouver. Et le problème est exactement le même. Donc on est véritablement dans un problème de société qui a prescrit l'inclusion, qui est tout à fait généreuse. Pas à tout prix, à mon sens, mais ça c'est un avis personnel, parce qu'ensuite ça relève du médical et c'est au médical de voir, et il ne peut pas y avoir l'inclusion à tout prix, mais lorsqu'il y a inclusion, il faut qu'il y ait accompagnement pour l'épanouissement du gosse. Ça c'est clair. Maintenant, comment on la met en œuvre? Le maire de Florange vient de vous le dire. Alors après, si la solution c'est de multiplier par 5 ou mutualiser les 2 heures avec d'autres heures ailleurs, pourquoi pas? Et je ne suis pas sûr qu'on trouvera plus de personnel qui sont prêts à s'engager. Parce que c'est ça le problème. C'est ça le réel problème. Et dans toutes les professions, c'est comme ça. Dans toutes les activités, c'est comme ça. Et dans ceux de la solidarité, c'est encore pire. Il y a des EHPAD qui fonctionnent sans aide-soignante, sans médecin. Et là, les politiques que nous sommes, on est un peu démunis. Et on a beau essayer de chercher des solutions, ce n'est pas simple. Et ensuite, on a des exemples où on a un enfant qui est en inclusion et qui change 4 fois d'AESH durant l'année scolaire. Un enfant qui est déjà psychologiquement perturbé. Il n'a plus de repères. Et l'éducation nationale, et quand je vois l'inspecteur, il m'en parle souvent, il me dit nous on a énormément de mal à recruter. Ils ont d'ailleurs amélioré les conditions financières de recrutement, enfin il y a des choses qui ont évolué. Mais ça ne suffit pas, il y a la crise des vocations, qui est un véritable problème. Un véritable problème.